On va écouter tout de suite Jean-Marie Marx, président du CNEFOP, et Josiane Véraud, chercheur de grand talent au Centre d'études de recherche sur les qualifications, qui vont nous expliquer à quoi sert la formation finalement. Je crois que c'est surtout Jean-Marie Marx qui va intervenir aujourd'hui, et puis moi j'ai le plaisir d'animer la session, mais enfin la scène est ouverte avant tout pour Jean-Marie Marx, que je remercie au nom du comité d'organisation de l'UFEO d'être venu à cette manifestation pour nous faire partager à la fois son expérience et ses vues sur la formation, et qui a accepté d'intervenir sur cette session qui est intitulée « À quoi sert la formation ?» Alors, pour situer peut-être de quel point de vue vous parlez, je voudrais rappeler quelques éléments de votre parcours avant de vous laisser la parole. Donc, je rappellerai que vous avez été nommé en septembre 2014 président du CNEFOP, du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. Le CNEFOP a été créé le 22 août 2014 et se substitue au Conseil national de l'emploi et de la formation tout au long de la vie, le CNFPTLV, et du CNE, donc le Conseil national de l'emploi. Et il a été institué par la loi du 5 mars 2014. Voilà, c'est donc la nouvelle instance en fait de concertation entre État, partenaires sociaux, régions, collectivités territoriales sur les champs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. Et puis vous aviez été préalablement mandaté à partir de septembre 2013 pour présider le groupe quadripartite sur la mise en œuvre notamment du compte personnel de formation du CPF, on y reviendra. Mais au-delà de ces fonctions, vous avez également exercé la fonction de directeur général de l'association pour l'emploi des cadres. Enfin, vous êtes, pardon, excusez-moi. Vous l'avez rejoint en 2012. Après avoir dirigé depuis 2009 AGEFORIA, l'OPCA des industries alimentaires devenu Opcalim, pardon, excusez-moi. Et puis, préalablement, vous avez exercé des fonctions à la NPE, que vous avez rejoint en 2000 en tant que directeur général, puis comme délégué général en 2008. Voilà. Et puis j'ajouterai pour conclure que vous avez exercé aussi plusieurs autres fonctions aussi au sein du ministère du Travail, de 85 à 2000, et vous avez notamment été conseiller technique de Martine Aubry, ministre de l'Emploi, de 97 à 2000. Voilà pour une présentation un petit peu générale, pour situer justement de quel point de vue vous allez nous parler. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce qu'on peut peut-être faire, c'est peut-être consacrer une petite demi-heure à une présentation un petit peu générale sur vos vues sur la formation, et puis après j'aimerais bien qu'on puisse interagir avec la salle et qu'on puisse débattre sur cette question de savoir à quoi sert la formation. On va y entrer sans plus trop tarder. C'est vrai que alors face à la crise dans laquelle est entrée la France depuis 2008, le gouvernement et les partenaires sociaux entendent répondre aux besoins accrus de formation. La formation, on l'évoquait ce matin dans la session qui était dédiée sur les questions envie et besoin de se former, c'est souvent considéré comme mieux, ça va forcément apporter un plus, c'est quelque chose comme allant de soi. C'est aussi souvent la réponse à une question, même si on ne sait pas quel est le problème, la réponse est souvent la formation. Et puis c'est devenu donc depuis un certain temps une priorité politique, alors depuis 2008 certes, mais la priorité politique c'est d'encourager à la fois les salariés et les demandeurs d'emploi à se former, mais ce n'est pas une idée complètement nouvelle non plus, et c'est devenu déjà une priorité politique dans tous les pays de l'Union depuis le Conseil de Lisbonne en mars 2000, et plus encore depuis qu'elle a été érigée comme une des 4 composantes de la flexicurité en 2007. Alors, je dirais que jamais les attentes autour de la formation n'ont été aussi fortes. Elle est tout à la fois censée apporter une protection aux personnes, en sécurisant leur parcours ou en concourant à la sécurisation de ces parcours professionnels. Elle est censée procurer aux entreprises des rendements aussi d'un investissement productif. Elle est censée favoriser la croissance de l'emploi ou encore être un facteur de compétitivité pour la collectivité. Beaucoup d'ambitions qui sont assignées à la formation. Donc voilà. Quel est votre point de vue là-dessus? À quoi sert la formation? Est-ce qu'elle répond à toutes ces ambitions qui sont affichées? Donc la parole est à vous pour une petite demi-heure, si vous le voulez bien. Merci à vous. Merci pour cette présentation. D'abord, vous remercier effectivement de m'avoir invité donc, pour cet après-midi. Et
et ce point de vue sur à quoi sert la formation. Peut-être juste avant d'aborder le sujet, je vais me tenir effectivement à l'horaire parce que je pense important d'échanger avec vous. C'est vrai que je suis là sans doute, vu mon parcours que vous avez évoqué, mais peut-être aussi parce que je suis j'allais dire un ancien militant de l'éducation populaire et le propos qui vient d'être tenu sur Jacques Huitmer, mais j'associe aussi Vincent Merle, comme ça vient d'être fait, bien évidemment, ont du répondant en ce qui me concerne, puisque effectivement, j'étais durant 10 ou 15 ans très actif dans ce domaine-là, dans les différents mouvements d'éducation populaire, et notamment au groupe de recherche pour l'éducation à la prospective, qui publie toujours d'ailleurs la revue Pour, qui est une des revues dans le secteur de l'éducation, enfin pas uniquement, mais dans le secteur de l'éducation. Voilà, alors vous avez évoqué le CNEFOP, qui est un point important d'évolution de nos instances de conseil donc au plan national. C'est pas totalement neutre. C'est vrai, depuis un certain nombre d'années, le lien se fait entre formation, emploi, développement économique. Et je souscris tout à fait à l'idée qui est de dire, effectivement, l'éducation crée du développement économique, ce qui vient d'être dit, ce que vous avez dit à l'instant même, et que donc il était tout à fait logique d'aller dans cette direction-là et de concrétiser donc et de concrétiser cette idée au niveau d'un conseil national qui précédemment disposait de deux instances, hein, un conseil national de l'emploi et un conseil national de la formation tout au long de la vie, et sans que, bien évidemment, l'articulation se fasse de manière évidente entre ces deux instances, qui avaient d'ailleurs des modalités de fonctionnement radicalement différentes. D'un côté, je l'évoque parce que c'est pas totalement neutre par rapport au propos qui va être le mien, d'un côté un conseil national de l'emploi qui était une pure instance, si je puis dire, de consultation, d'avis, en fin de parcours, en fin de processus d'élaboration de textes législatifs, réglementaires. On prend l'avis du Conseil des partenaires sociaux, mais si je puis dire, tout est déjà connu, ficelé d'avance, en vue effectivement donc d'une saisine du Conseil d'État par derrière. Et puis de l'autre, un CNFPT-LV qui était déjà dans une dynamique quelque peu différente de relations, de travail entre les différentes parties à la formation. C'est vrai que le monde est peut-être complexe, on y reviendra, entre l'État, les partenaires sociaux et bien évidemment donc les régions. Donc l'objectif de ce nouveau conseil, c'est bien évidemment de faire davantage de liens, et c'est ce que nous essayons de faire entre ces différentes problématiques, mais surtout de faire du CNEFOP non seulement une instance d'avis qui réglementairement est importante, bien évidemment il faut les avis effectivement des différentes parties, mais aussi une instance de réflexion, de force de proposition, voire de concertation s'il y a lieu, alors pas sur tous les sujets, mais un certain nombre de sujets comme la formation, on reviendra sur le compte personnel de formation, où la concertation n'est pas seulement, j'allais dire, nécessaire, mais elle s'impose d'elle-même compte tenu effectivement des parties en présence et des responsabilités, des compétences, si je puis dire, des régions, des partenaires sociaux et de l'État aussi en tant que régulateur, si je puis dire, donc du système. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire dans le cadre de la concertation qui pour la première fois s'est tenue en même temps qu'il y avait une négociation entre les partenaires sociaux sur la réforme de la formation professionnelle qui a été engagée donc à l'automne 2013 dans le cadre de l'agenda social des partenaires sociaux. Et le ministre avait souhaité à ce moment-là, c'était Michel Sapin, que se déroule en même temps une concertation qu'il m'a demandé de présider, qui a associé donc l'État, et pas uniquement le ministère du Travail, mais aussi le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi donc les régions en même temps que les partenaires sociaux. Et je me souviens très bien de la première séance d'intronisation, si je puis dire, de cette concertation. Tout le monde était sur sa garde. Bien évidemment, les partenaires sociaux en pleine négociation ne souhaitaient pas que l'État ou les régions se mêlent de leurs négociations. Les régions elles-mêmes avaient fait valoir leurs compétences en matière de formation professionnelle et l'État qui observait, donc, si je puis dire, la séance. On a eu effectivement, donc, en parallèle de la négociation, ensuite, un rôle, je crois, intéressant
il n'y avait pas d'un côté la négociation entre partenaires sociaux, de l'autre la concertation, mais il y avait bien une dynamique qui s'est mise en place entre les deux. Et si je puis dire pour la première fois, d'autant plus que effectivement la négociation avait du mal à avancer à un moment donné, elle était bloquée, et que donc du côté de la concertation c'était plus facile, on était moins dans des jeux, si je puis dire, de négociateurs, pour ceux qui connaissent, de négociateurs sociaux, mais davantage dans de l'apport effectivement en termes de contenu dans cette négociation, et je pense que l'apport de la concertation a été notamment extrêmement important sur toute la partie conseil en évolution professionnelle qui je pense vous intéresse donc également. Donc voilà pour dire deux mots de ce conseil du CNEFOP. Alors, le thème de mon intervention, à quoi sert la formation? Alors, quand j'ai vu la question arriver, je me suis dit, qu'est-ce que je vais raconter? Bon, déjà, ce n'est pas une question qui, d'entrée de jeu, s'interroge. Elle s'interroge bien évidemment à quoi sert, mais je vois davantage dans cette question une question ouverte sur les finalités de la formation qu'une remise en cause, finalement, de l'intérêt de la formation. Et vous l'avez rappelé d'ailleurs tout à l'heure dans l'exposé. Bien évidemment, ici, dans cette salle, il n'y a pas de débat sur l'intérêt que peut apporter la formation dans le cadre effectivement du parcours des uns et des autres, avec des aspirations d'ailleurs multiples, mais davantage, encore que des fois, il faut quand même partager aussi ce point de vue, beaucoup s'interrogent sur les finances de la formation professionnelle et donc quelque part sur l'impact de la formation et l'utilité même de la formation professionnelle. Mais je crois que ce qui est plus intéressant, c'est bien de discuter des finalités, parce qu'il y en a plusieurs, je pense, de la formation. Donc aujourd'hui, je vais me contenter de la formation professionnelle et non pas traiter tous les aspects d'éducation et de formation, bien évidemment, initiale. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment les choses ont évolué dans le temps. Pour rappeler en deux mots, Condorcet, son rapport en 1792 sur l'instruction publique, qui est un élément, je pense, assez fondateur de la formation donc, en France. L'instruction publique, pour lui, devait permettre d'établir une égalité de fait entre les citoyens et donc une égalité aussi de droit qui était reconnue dans la loi. Et dès cette époque-là, d'ailleurs, dans ce rapport, il parlait d'une instruction en deux temps, l'éducation de l'école primaire et l'éducation tout au long de la vie. J'allais dire, la graine était déjà semée en 1792, donc principalement une fonction d'émancipation qui me paraît effectivement importante, et que bien évidemment l'éducation, ou l'instruction publique à l'époque, participait finalement aux libertés fondamentales, et je ne vais pas évoquer malheureusement les circonstances récentes, mais on voit bien que s'il n'y a pas d'éducation, s'il n'y a pas un apport effectivement, et si on ne permet pas l'émancipation des personnes, ne laisser finalement subsister aucune inégalité qui n'entraîne une dépendance, on voit bien à quoi on peut aboutir. Donc ça, c'est un premier point qui me semble important, et je crois que c'est encore vrai aujourd'hui, et c'est vrai y compris dans nos sociétés occidentales. Le deuxième sujet, si on regarde un petit peu en arrière, c'est tout le mouvement effectivement d'éducation populaire, de promotion sociale, qui s'est fortement développé donc dans les années 60 avec une loi importante, fondatrice, la loi de 61 de promotion sociale, qui a finalement permis le développement de l'éducation populaire, qui a permis de promouvoir aussi une éducation en dehors des structures traditionnelles d'enseignement, des systèmes éducatifs traditionnels. Et je crois que la démarche de Jacques Wittmer s'inscrivait aussi quelque part dans cette dynamique-là, même si on n'est pas directement dans un mouvement d'éducation populaire. Mais donc un développement important d'associations d'éducation populaire qui existent toujours, j'allais dire qui sans doute aujourd'hui, dans le contexte actuel, ont moins d'ampleur qu'ils n'ont pu avoir effectivement dans cette période. Et ces mouvements ont permis, je pense, à beaucoup d'actifs, à beaucoup de salariés, à beaucoup de bénévoles associatifs de s'engager et de connaître de vrais parcours de responsabilité, donc par la suite, à différents points de vue, dans des responsabilités syndicales, dans des responsabilités politiques, professionnelles. C'est un mouvement extrêmement important. Je ne vais pas citer tous les décideurs qui ont connu des envols au travers de ces mouvements d'éducation populaire. Puis enfin, bien évidemment, la période, la fin des années 60 et début des années 70, avec les textes fondateurs de notre système de formation professionnelle actuel, donc l'accord de juillet 70 et surtout donc la loi Delors de juillet
71, bien évidemment, extrêmement importante et qui a jeté le socle finalement du système de formation professionnelle actuel qui est encore largement à l'œuvre aujourd'hui. Pour bien comprendre et pour bien comprendre aussi les évolutions, je crois qu'il est important de rappeler que bien évidemment fin des années 60-70, la situation de la France n'était pas la même que celle d'aujourd'hui. Le niveau d'éducation tout d'abord était beaucoup plus faible, 18% d'une classe d'âge accédait à l'université, avec un âge moyen de fin d'études de 18 ans, un chômage qui était inexistant. La NPE a été créée en 69, non pas pour traiter le chômage, mais pour trouver effectivement de la main-d'œuvre qualifiée. C'est important de le rappeler. Et l'AFPA elle-même, qui préexistait, s'est développée fortement à cette période pour former donc de la main-d'œuvre qualifiée. Donc on était bien dans la logique, dans cette loi de 71, de développer la qualification donc des salariés, donc un objectif, là pour le coup, de qualification des salariés, parce que l'économie en avait fortement donc besoin. Cet objectif, donc, et vous le savez, donc, s'est traduit en différentes modalités, tout de suite et dans la durée, l'obligation de dépenser l'effort de formation, de participer au financement de la formation professionnelle à ce moment-là, donc en tout cas pour les entreprises de plus de 10 salariés, ce qu'on a appelé à l'époque déjà le droit individuel à l'initiative et à la formation, qui a donné le CIF, le congé individuel de formation, mais qui réellement n'a été concrétisé que 10 ans après, voire plus d'ailleurs, en 82, avec effectivement le système de financement du CIF, donc quasiment 10 ans, 12 ans, et c'est rien passé, avec la création aussi des fonds GESIF, je vois des responsables dans la salle, et puis bien évidemment donc les bilans de compétences dans des périodes plus récentes, la VAE, cher aussi à Vincent Merle dans les années 90, début des années 90, une obligation aussi de financement qui a été ensuite élargie aux professions non salariées, aux entreprises de moins de 10 salariés, dont d'ailleurs certaines disposaient déjà d'un certain nombre de modalités. Dans le même temps, le mouvement de décentralisation important, loi de fer, décentralisation de la formation continue en 83, et puis la décentralisation de la formation des jeunes en 95, dans le cadre de la loi quinquennale. Et puis enfin, je vais très vite, on pourra y revenir si vous le souhaitez, des partenaires sociaux qui ont complété les différentes dispositions avec l'accord de décembre 2003 sur le DIF, la notion de parcours qui est arrivée après, puis l'année de 2009, important également, avec la notion de formation tout au long de la vie et la perspective de sécurisation des parcours des salariés et la création du fonds paritaire pour ce faire de sécurisation des parcours donc professionnels. Voilà, rapide retour arrière, donc émancipation, promotion sociale, qualification des salariés, et puis on en arrive à la période effectivement plus récente, avec l'accord de janvier 2013, et puis l'accord de décembre 2013 également, et puis la loi de mars 2014, avec la création du compte personnel de formation et du conseil en évolution professionnelle. Je ne sais d'ailleurs pas ce qui est le plus important entre nous. Est-ce que c'est le compte ou est-ce que c'est le conseil? En tout cas, le compte n'est pas la réponse unique à tous les besoins de formation. Je pense que tout le monde l'aura compris. Je commence à attaquer fort parce qu'il y a tellement de critiques sur le compte que le compte, c'est même pas 10% de l'effort de formation des entreprises. Hein, c'est 6-7%. Donc ne réduisons pas le compte à la seule solution, effectivement, aux questions de formation telle qu'il se pose aujourd'hui pour les salariés. Et le conseil en évolution professionnelle aussi est extrêmement important, me semble-t-il, notamment, bien évidemment, pour toute une partie des actifs salariés. Je crois que, d'une part, cette idée, ça me paraît important de le redire, de droit individuel, enfin à la formation, était déjà présente en 70. Voilà, parce qu'on trouve bien les droits d'initiative, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait à la formation, pour le CIF qui a suivi derrière. Donc on avait déjà cette idée, donc qui s'est concrétisée, c'est vrai, dans un premier temps dans le cadre du congé individuel, mais avec un impact limité, hein, c'est vrai, 40 000 ou 50 000 CIF aujourd'hui, du fait des contraintes de financement. Je crois que le nombre de personnes d'ailleurs qui demandent un CIF est beaucoup plus important, hein, qu'on prend un dossier sur 2 ou un dossier sur 3, à peu près donc au plan national. Puis ensuite, donc le CIF
le DIF, pardon, le droit individuel à la formation, qui est plus large, avec moins de contraintes, qui a connu un développement plus important, même s'il est plafonné autour de 500 000, 700 000 bénéficiaires du droit individuel donc, à la formation. Donc c'était pas nouveau. C'était pas nouveau. Et il est vrai que les partenaires sociaux et le gouvernement ont souhaité avancer dans ce domaine-là pour différentes raisons. Pour les rappeler rapidement, d'une part, le constat d'un plafonnement de l'effort de formation des entreprises. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs au passage qu'il faille à tout prix développer tout le temps l'effort de formation des entreprises. Mais un plafonnement quand même depuis plusieurs années de l'ordre de 3% de la masse salariale, dont on peut s'interroger. Est-ce que c'est le bon niveau? Est-ce que d'ailleurs dans d'autres pays où il n'y a pas d'obligation, on en est au même niveau de financement de la formation des salariés? Je visais la Grande-Bretagne par exemple pour prendre cet exemple-là. Mais surtout un effort de formation inégalement réparti, c'est vrai, entre les TPE et les grandes entreprises, 1,5% d'un côté de la masse salariale, 3% de l'autre, inégalement réparti bien évidemment entre les actifs, avec pour les moins qualifiés un accès à la formation pour 1 sur 4, contre 66% pour les Bac plus 2, ou les diplômés. Donc on voit bien qu'il y a une inégalité quelque part d'accès à la formation. Entre aussi, et c'est plus préoccupant, et c'est pas nouveau, un accès à la formation plus facile pour les actifs salariés, 1 sur 2 à peu près, au global, dans l'année, alors qu'ils ne sont que 1 sur 4 parmi les demandeurs d'emploi à accéder à la formation, dont seulement d'ailleurs 12% à des formations longues qualifiantes. Donc il y a quand même quelques questions à se poser sur le système actuel de formation professionnelle. Le deuxième sujet de préoccupation a donc été aussi la panne finalement de l'ascenseur social. Et la formation continue participe quelque part à la promotion sociale et à l'ascenseur social. Donc c'est préoccupant. Parce que la cohésion sociale, elle est aussi assurée par la capacité qu'a la société de permettre à des actifs, à des personnes qui aspirent à évoluer professionnellement, de construire leurs projets. Et aussi le constat, maintes fois souligné, que finalement, en France, beaucoup, pour ne pas dire tout, se joue à l'école. Je pense que ce n'est pas le CERI qui me contredira, et notamment une étude récente de l'OCDE a démontré que la France était quasiment le dernier pays, je crois que c'est l'avant-dernier dans les faits, à permettre à des salariés d'accéder à une formation diplômante en cours de vie professionnelle, ou qualifiante ou certifiante. Donc malgré tout notre appareillage législatif, réglementaire, conventionnel, etc., finalement on apparaît comme un des derniers pays au plan européen pour l'accès à des formations reconnues, certifiantes, qualifiantes au cours d'une vie professionnelle. Alors qu'on n'est pas forcément plus formé à l'issue de la formation, donc de la formation initiale. Donc ça interroge. D'où d'ailleurs toutes les critiques récurrentes qui sont faites au système, sans tomber dans la caricature. Je pense qu'un certain nombre d'arguments sont souvent justifiés. On les retrouve dans différents rapports de la Cour des comptes, de l'IGAS, du CESE également, voire du Parlement, et c'est un débat qui est récurrent dans les médias, dans la presse. D'ailleurs, ça va revenir, je vous le prédis, à la rentrée, parce que généralement, c'est des dossiers de rentrée pour les hebdomadaires. Voilà, donc l'enjeu, je crois, il était bien de trouver de nouveaux ressorts pour le développement de cette formation, voilà, en laissant davantage d'initiatives finalement aux personnes, en les mettant réellement au centre, en les rendant davantage acteurs. Alors c'est un pari, je reconnais, c'est pas forcément facile, et surtout il faut que ce soit environnementé. Donc j'allais dire plus qu'une réforme, et on en a connu, de structure ou d'outils, je pense que c'est plus une réforme qui touche au fond et qui est assez importante en fait dans les conséquences que cette réforme peut avoir. Et il s'agit bien sans doute de changer en partie notre référentiel en matière de formation. Voilà, donc l'impératif de cette réforme, l'objectif, il était double. Je reprends émancipation, promotion, qualification. Là, les enjeux, c'est sécuriser les parcours, bien évidemment, sécuriser les parcours des salariés, et puis d'autre part, bien évidemment aussi,
accroître, développer la compétitivité des entreprises. J'allais presque dire, c'est la première fois où ce double enjeu est aussi clairement affiché. C'était peut-être vrai dans les années 70 avec l'idée de qualifier les collaborateurs, les salariés, mais là on a bien l'enjeu de compétitivité qui est clairement affiché et qui d'ailleurs sont les termes qui ont été repris dans le document d'orientation qu'avait transmis le ministre aux partenaires sociaux en amont donc, de la négociation. Alors sur ces deux enjeux, bien évidemment c'est important. La sécurisation des parcours professionnels, c'est déjà le sujet de la sécurisation des parcours à l'entrée dans la vie active. C'est un point important, notamment pour les jeunes qui accèdent au marché du travail. Et on connaît bien évidemment la difficulté qu'ils ont à s'insérer durablement donc, dans l'emploi. D'une part, l'accès à l'emploi qui se fait dans la plupart des cas donc, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. 80% des jeunes ont un CDD, et d'autre part par la durée du parcours, vers de l'insertion durable pour obtenir un CDI et une insertion durable qui, d'après les études du CEREC, je ne sais pas si je te donne des bons chiffres, effectivement ces parcours s'allongent en tout cas, sont d'autant plus importants qu'on est moins qualifié, mais même pour les plus qualifiés, en tant que directeur de l'APEC, on publie régulièrement aussi des enquêtes d'insertion pour les jeunes diplômés. C'est vrai que j'étais un peu surpris de voir que si je prends les diplômés, alors là on est à des masters et à des niveaux d'ingénieurs, d'écoles d'ingénieurs et de commerce, globalement, un an après l'obtention de leur diplôme, il y en a 37% au chômage. Et dans ceux qui sont en emploi, il y en a la moitié qui sont en emploi non CDI. Donc finalement, il n'y en a qu'un tiers qui sont en CDI. Donc voilà, bien évidemment, la situation est beaucoup plus enviable, si je puis dire, que celle des non-diplômés de ce niveau d'enseignement supérieur. Et il y a aussi des sujets aussi au niveau de l'enseignement supérieur, et beaucoup, effectivement, de diplômés de l'enseignement supérieur ont aussi des difficultés d'accès donc à l'emploi durable. Donc c'est un vrai sujet aujourd'hui, d'autant plus qu'on a investi durant 5 ans, 10 ans dans des études, effectivement, d'enseignement professionnel, technologique, d'enseignement supérieur, et que bien évidemment, si en fin de course, ces compétences ne sont pas valorisées, il y a quand même quelques questions donc, à se poser. Ensuite, bien évidemment, c'est toute la question des mobilités en cours de carrière, des transitions professionnelles qu'on souhaite les plus sécurisées possibles, bien évidemment, donc les plus en anticipation possible. C'est pas toujours évident, parce que c'est vrai que les entreprises se posent la question au moment où les difficultés apparaissent, et c'est déjà trop tard, alors que pour nombre de salariés, notamment les moins qualifiés, le sujet de l'accès à des qualifications et de la formation, je pense notamment aux personnes en difficulté, en situation d'illettrisme par exemple, si bien évidemment la question elle se pose au moment où ils sont au chômage, la question est plus difficile à résoudre qu'effectivement en amont, lorsque effectivement on a fourni les efforts pour permettre à ces personnes de rester employables, ce qui relève bien, au passage, de la responsabilité donc, de l'entreprise. Donc la gestion des mobilités professionnelles, parce qu'aujourd'hui on change d'emploi 4-5 fois au cours d'une vie professionnelle et que la mobilité est extrêmement importante. Là encore, je parle de ce que je connais un peu mieux, pour les cadres, c'est 25% des cadres qui dans l'année changent soit d'entreprise, ils sont entre 8 et 10%, soit d'établissement au sein de la même entreprise, soit de fonction au sein de la même entreprise. Donc le marché, alors c'est sans doute plus vrai pour les cadres que pour des emplois qui sont peut-être moins sujets à des évolutions importantes, encore que il faut faire attention de quoi on parle. La mobilité, elle est réelle, elle est d'ailleurs au passage souvent beaucoup plus importante en France, quoi qu'on en dise, que ce qu'on peut constater par exemple en Allemagne, pour prendre un autre exemple, où les salariés sont beaucoup plus en situation sécurisée ou fidèles, selon où on se place à leur entreprise. Voilà. Et puis enfin, bien évidemment, donc cette sécurisation des parcours professionnels, c'est bien évidemment la situation de rupture professionnelle, la situation donc de chômage, avec un accès à la formation qui reste quand même préoccupant, d'autant plus qu'il y a des postes non pourvus, alors sans exagérer, les besoins de main-d'œuvre, les postes non pourvus, etc. Mais enfin, quand même, il y en a un certain nombre de postes non pourvus, et en même temps la situation de chômage, et donc la question de la réactivité aussi de la formation, de l'achat de formation, par rapport effectivement aux besoins de l'économie, qui me paraît aussi extrêmement importante, avec au final, parmi les demandeurs d'emploi,
peu d'accès à de formations plus longues, plus qualifiantes, y compris dans des secteurs où nous en avons besoin. Je pense aux infirmières, aux aides-soignants, à tout le champ du social, de l'accompagnement des personnes âgées notamment, mais pas uniquement, c'est aussi vrai de l'informatique, et c'est vrai dans des créneaux extrêmement importants comme le digital aujourd'hui, pour les entreprises qui se développent dans ce secteur-là. Souvent, on manque de compétences, et puis je pourrais développer donc les exemples. Voilà, donc le lien entre formation et emploi, entre chômage et formation, entre aussi début de la vie professionnelle et l'école, me paraissent être des sujets extrêmement importants donc, à traiter. Donc le revers, effectivement, ou le pendant de cette sécurisation des parcours professionnels, c'est la compétitivité donc, des entreprises. Bien évidemment, les compétences sont facteurs de compétitivité des entreprises. Si les entreprises se développent, ont des perspectives de développement, cultivent leur développement, c'est grâce effectivement aux compétences de leurs salariés, de tous leurs salariés, mais aussi de leur capacité à être innovantes, à créer, voilà, ce qui ne va pas toujours de soi, à cultiver effectivement la R&D au sein des entreprises. Ce sont des points extrêmement importants et donc, bien évidemment, les entreprises ont besoin de la compétence donc, de leurs salariés. C'est ce que Louis Gallois d'ailleurs appelle la compétitivité hors coût. On a beaucoup parlé du coût du travail ou d'un certain nombre de réformes qui ont eu lieu ces derniers temps. Mais il y a également donc la compétitivité hors coût qui est extrêmement importante. Si une entreprise n'a pas les compétences dont elle a besoin, elle bride son développement. C'est mécanique. Je ne trouve pas les compétences, donc je ne prends pas le risque de prendre un contrat, et donc finalement, je ne crée pas les emplois ou je ne crée pas d'emplois supplémentaires. Dans des régions, effectivement, qui sont à des taux de chômage relativement bas, et ça existe dans certains bassins d'emploi, notamment les bassins d'emploi frontaliers, si je prends l'exemple de Strasbourg ou de l'Alsace, avec effectivement un quart ou un cinquième des cadres, par exemple, qui traversent la frontière tous les jours pour aller travailler en Allemagne, avec 3 ou 4% de 3 points de chômage dans le bas de Wurtemberg ou en Suisse. Alors peut-être un peu moins vrai aujourd'hui avec le cours du franc suisse, mais ce sont des entreprises qui brident leur développement parce qu'elles ne trouvent pas les compétences. Et c'est vrai aussi, je pense, que dans des régions comme l'Aquitaine, lorsqu'on est une PME, et lorsqu'on est effectivement plutôt en milieu rural, et lorsqu'on a besoin de compétences précises, il faut pouvoir attirer le sujet de l'attractivité vis-à-vis des cadres, la marque employeur, pour parler autrement dans le langage des entreprises, c'est un point extrêmement important qui aujourd'hui préoccupe les entreprises, préoccupe aussi, je crois, les régions. Donc toutes ces questions aussi sont à regarder de près, et je crois que la formation, finalement, participe à la compétitivité, donc bien évidemment des entreprises. Alors, il me reste un quart d'heure, 10 minutes, à peu près, ça va? Il reste ce que vous voulez, normalement. 5-10 minutes, oui, pour ouvrir la discussion. Voilà, alors, je ne vais pas parler de la réforme parce que je pense que vous en avez déjà parlé, en tout cas dans les détails, si je puis dire. Et puis s'il y a des questions, je pourrais bien évidemment réagir ou des interventions sur ce point. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que bien évidemment l'enjeu sur les personnes, sur les actifs, de manière générale, de cette réforme est important. C'est un pari de les rendre acteurs de leur projet de formation. En nombre plus important sans doute qu'aujourd'hui. Voilà, c'est un pari, c'est pas gagné. On a discuté tout à l'heure à quelques-uns. C'est vrai que c'est pas gagné, et il y a donc des conditions effectivement pour réussir, si je puis dire, cette réforme. Moi, j'en vois au moins 2 ou 3 qui me paraissent importantes. La première, c'est que cette réforme ne doit pas dessaisir l'employeur de ses responsabilités et de ses obligations. On a eu une évolution d'ailleurs du droit dans ce domaine-là avec une responsabilité de la part de l'employeur en matière d'employabilité.
Donc c'est un point extrêmement important, avec une jurisprudence qui va se construire progressivement. Voilà, il ne s'agit pas de se substituer à l'effort de formation donc, des employeurs, c'est un premier point qui est important. Par contre, ça peut être un levier donc, complémentaire. Le deuxième point qui me paraît important en termes de réussite, c'est justement l'accompagnement de ces démarches individuelles. On n'est pas en train de dire que les 18 millions de salariés du privé, ou je ne sais plus combien d'actifs au total en France, 25 ou 30 millions d'actifs, doivent être demain accompagnés dans leur parcours de formation tous les ans. Je pense que ce n'est pas le sujet. D'abord parce qu'effectivement, il y a plein d'actifs qui aujourd'hui, hier, sont tout à fait en capacité de construire leur formation, leur parcours de formation, soit parce qu'effectivement, il est aussi favorisé au sein de son entreprise, soit parce qu'il y a des problématiques de branche. Donc l'essentiel, pour moi, doit se traiter donc, à ce niveau-là. Et en même temps, il y a des salariés qui ont besoin, c'est vrai, d'être appuyés dans leur démarche, accompagnés, conseillés, et d'où l'importance du conseil en évolution professionnelle. Voilà, qui prend ses marques. Qui prend ses marques. C'est pas évident, notamment pour la partie salariée. Il y a des sujets métiers, il y a des sujets de développement de compétences, de transformation métier, qui sont extrêmement importantes dans différentes structures. Les différents opérateurs du CEP, bien évidemment les autres institutions les autres organisations qui contribuent au SPAO, bien évidemment. Donc tout cet accompagnement devra sans doute être renforcé. C'est à la fois le sujet du présentiel, mais pas uniquement. Je pense que c'est le numérique, le digital va permettre, je crois, dans les années qui viennent, de démultiplier donc, les efforts de conseil. C'est un point qui me paraît extrêmement important. Je pense qu'on est la veille quand même de transformation profonde. On avait hier au CNEFOP une présentation en avant-première du plan gouvernemental sur le numérique et sur des aspects formation, travail, en quoi le numérique va changer la formation, en quoi le numérique va changer donc l'accès au marché du travail, en quoi le numérique aussi va changer l'organisation du travail au sein de l'entreprise, télétravail, mais aussi les conditions de travail, parce qu'effectivement la frontière entre vie perso, vie professionnelle, bien évidemment tout cela va bouger et en même temps comment le numérique peut aussi offrir de nouvelles opportunités justement pour améliorer la vie dans un meilleur équilibre, vie personnelle et vie professionnelle. Donc ce sont des sujets lourds, je crois, qui vont beaucoup transformer donc toutes ces questions et emmener de nouvelles possibilités. Je crois que notamment dans cette région, au travers du centre ici et du réseau surtout qui a été mis en place, on voit bien l'impact que peut avoir le numérique, le digital. Et à mon avis, on en est au début, en termes d'utilisation aussi de l'ensemble des données, du partage des données sur le numérique, en termes effectivement d'appropriation de toutes ces données par les personnes qui s'engagent donc dans ces parcours. Donc voilà, donc il y a un effort à faire dans ce domaine-là. Je ne suis pas sûr qu'il soit énorme non plus. Il y a des efforts de pédagogie à faire, des efforts de présentation, de parcours, de mise à disposition donc d'informations qui souvent manquent, souvent sont complexes en termes d'accès. Donc ce sont ces efforts-là qu'il s'agit avant tout donc, de faire. Et puis bien évidemment, pour réussir cette réforme, il y a le sujet de la gouvernance globale du système. Et je vais en dire un mot quand même. J'étais longtemps persuadé, comme d'autres d'ailleurs, qu'il fallait à tout prix simplifier le système. En termes de responsabilité. C'est compliqué. C'est très compliqué. On voit bien, avec les réformes successives, finalement, peu d'évolution depuis la loi Defferre ou la loi quinquennale de 95 dans ce domaine-là. J'en arrive à me dire, bon, les régions, bien évidemment, sont au centre du dispositif. Ça, tout le monde en est convaincu. Sans doute qu'il faudra encore aller plus loin. Bon, voilà. Les régions, bien évidemment, ont une compétence de droit commun en matière de formation professionnelle qui n'est plus disputée aujourd'hui par l'État. On peut dire ça comme ça, même si l'État reste quelque part un outil de régulation, point de vue législatif, bien évidemment réglementaire d'un certain nombre de dispositions. Et puis, bien évidemment, les partenaires sociaux qui sont pleinement légitimes aussi sur leur périmètre d'intervention, qui est celui, effectivement, de l'accès à la formation des salariés ou des actifs de manière générale avec l'assurance chômage. Puisque aujourd'hui, c'est vrai que
ce sont les dispositifs des salariés qui financent en grande partie la formation des demandeurs d'emploi. Ce n'est pas totalement nouveau. Et je me souviens des prémices de ce qu'on appelait l'activation des dépenses passives d'assurance chômage. Et la question, elle s'est posée en 2000, en 99 très exactement, parce que les caisses de l'UNEDIC regorgeaient de finances à ce moment-là, parce que bien évidemment l'économie allait bien, créer de l'emploi, donc il y avait plus de cotisants, il y avait moins d'indemnisation, donc on se retrouvait avec des excédents de 3-4 milliards d'euros par an. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Et donc, effectivement, l'assurance chômage est un système qui fabrique beaucoup d'excédents, beaucoup de déficits, lorsque, effectivement, en fonction de la situation économique, contrairement par exemple à l'assurance maladie, on arrive davantage à maîtriser, puisque les dépenses sont à peu près stables. Alors c'est vrai que les cotisations diminuent, le système n'est pas exactement donc le même. Et donc à l'époque, c'est vrai qu'une des questions, c'était celle d'utiliser les dépenses et d'activer, parce que le sujet d'activation ne traverse pas uniquement la France, est très présent dans d'autres pays européens, Danemark par exemple. Et à ce moment-là, effectivement, les partenaires sociaux avaient pris la décision de commencer à financer des actions de formation. Après, ça a été démultiplié, alors que précédemment, ils ne finançaient pas les actions de formation, les coûts pédagogiques, ils finançaient exclusivement l'allocation de remplaçants, je ne sais plus comment elle s'appelait à l'époque, la REF, je crois, ou la RE formation, l'allocation chômage, pendant que la personne était donc en formation. Voilà, donc il y a cette situation-là. Par contre, la vraie question, c'est celle de la coordination, de la concertation. CNEFOP, CREFOP, bureau du CREFOP, c'est les vrais lieux de concertation qui me semblent indispensables. Et donc il y a une vraie acculturation à avoir dans ces lieux en matière effectivement de partage des orientations des uns et des autres. Voilà, les listes des partenaires sociaux pour le CPF, le programme régional de formation. Bon, voilà, il y a une vraie problématique, il y a de vraies discussions, effectivement, donc, à avoir sur ces questions qui me paraissent fondamentales. Et bien au-delà, je pense qu'elles vont traverser aussi le monde de l'éducation et le système éducatif, donc initial. En tout cas, le fait qu'il y ait des listes de formation, alors on va les trouver complexes, etc., et j'étais le premier d'ailleurs à le dire, c'était une mécanique un peu compliquée, mais en même temps, ça permet de mettre en place tout le système de certification qui est quand même entre nous, est quand même extrêmement compliqué. 7000 certifications, 17 000 référencements dans les listes effectivement que vous trouvez actuellement sur le SI du compte. Donc il y a du ménage à faire. Et donc finalement, c'est la première fois où on met tout à plat et ça pose bien évidemment la question des certifications, aussi de la qualité de la formation qui devra donc être traitée. Donc voilà pour moi les trois conditions. Je finis, parce que je vois l'animatrice taper du poing sur la table. Donc, à quoi sert la formation au final? Au final, je pense que la réponse à la question elle est complexe et que bien évidemment, l'ensemble des problématiques sont présentes dans l'évolution de la formation professionnelle. On a bien évidemment, oui, la formation doit permettre l'ouverture et non l'émancipation. Je pense que ça reste, je me permets d'insister sur ce point, d'actualité aujourd'hui. Oui, la formation doit permettre la promotion sociale et l'ascenseur social. C'est sans doute un des leviers importants au moment où on parle de cohésion sociale, voire de fracture sociale, voire du sujet des classes moyennes, du déclassement, etc. Je pense que donc c'est un point extrêmement important pour la cohésion de la société. Oui, la formation doit permettre d'acquérir donc une qualification, voire de changer de niveau de qualification au cours d'une vie professionnelle, doit permettre de sécuriser les parcours, doit permettre de développer l'économie et de développer bien évidemment la compétitivité des entreprises. Voilà, donc j'allais dire, je ne tranche pas bien évidemment, mais bien évidemment selon les dispositions, selon les mesures qui sont prises et selon les politiques surtout qui sont menées, bien évidemment on va trouver des focales plus ou moins importantes sur tel ou tel aspect. Voilà, donc ce que je dirais simplement en conclusion, donc bien évidemment aujourd'hui des évolutions importantes sont en cours. Je pense qu'il faut un peu de temps avant de se prononcer définitivement sur la réforme. Il faut du temps, enfin
Souvenez-vous, rappelons-nous les débuts de nouvelles dispositions, de nouveaux outils, de nouvelles politiques. Il faut 2-3 ans pour les stabiliser à peu près correctement. Espérer que d'ici là, il n'y aura pas de nouvelles réformes. Donc, je pense qu'il est important, effectivement, de donner du temps, d'autant plus que, voilà, c'est une réforme, c'est pas simplement un outil de plus. C'est une réforme qui peut être assez systémique dans le système de formation, qui en même temps est confronté aussi à d'autres enjeux d'évolution de l'accès à la formation, du numérique, ou d'autres questions qui se posent. Merci de votre attention. Merci beaucoup à vous, Jean-Marie Marx. On a bien vu à travers votre présentation comment les ambitions finalement de la formation professionnelle ont évolué, même si les ambitions initiales restent toujours, celles de promotion sociale notamment, et d'acquisition de qualifications, mais qu'on se dirige quand même vers une problématique qui est celle du salarié, vous l'avez dit vous-même, acteur de sa formation, de son parcours de formation. Et alors peut-être avant que de donner la parole à la salle, peut-être avant que le micro circule, j'en profite puisque je suis au micro pour vous poser peut-être 2 petites questions à ce sujet, notamment sur la problématique du salarié acteur de sa formation. C'est quand même une problématique qui est arrivée en 2004, enfin avec l'accord national interprofessionnel de 2003 et la loi de 2004, oui, avec la création du DIF et cette zone intermédiaire entre les actions initiées par l'employeur dans le cadre du plan et les actions initiées par le salarié dans le cadre du congé individuel de formation. La question qui se pose aussi concernant le salarié acteur de sa formation à travers le DIF notamment, c'est qu'on va lui conférer une nouvelle responsabilité en matière de formation. Et celle qui se pose, c'est effectivement la question de savoir s'il a les moyens d'assumer cette responsabilité. Donc vous avez évoqué effectivement la question des politiques d'entreprise et le rôle qu'ont les entreprises joué là-dedans. Pour moi, ça fait écho à une petite étude qu'on avait conduite dans le cadre d'un dispositif couplé employeur-salarié qui s'appelle le dispositif DIFES après la loi de 2003. Et on s'apercevait en gros qu'il y avait en gros que 10% des entreprises qui avaient mis, si vous voulez, en place dans les entreprises des conditions qui étaient précisément favorables au développement du DIF. Alors j'ai envie de vous poser la question. Est-ce qu'avec le CPF, ça va changer? Et qu'est-ce que ça va changer? Et quelles sont les conditions pour que le CPF, effectivement, soit saisi par les salariés? Oui. Voilà. C'est une première question. Je vous pose la deuxième, oui, et après on laissera la salle, puis après oui, je me tais. La deuxième question que je me posais, c'était en rapport, en fait, avec la formation, dont on dit... c'est une des pièces maîtresses quand même de la sécurisation des parcours professionnels. Est-ce qu'elle peut à elle seule sécuriser les parcours professionnels? Pourquoi est-ce que la flexibilité, alors qu'elle transforme en profondeur le travail, les questions sur la sécurité sont-ils toujours articulées aux questions de formation et d'emploi et n'interrogent pas non plus forcément la question du travail, de son organisation? Et là aussi, ça fait écho à une petite étude qu'on a faite également il y a quelques années, enfin il y a peu de temps, il y a 2-3 ans, qui montre que là, pour le coup, quand on a une approche un peu systémique, alors je parle des politiques d'entreprise en termes d'organisation du travail, de politique de formation et de RH, on s'aperçoit que c'est tout un système en fait qui fait que les salariés vont pouvoir se maintenir dans leur emploi, ou quand ils quittent leur emploi, vont pouvoir plus facilement retrouver un autre emploi et sans passer notamment par la case chômage. Et que c'est pas qu'une question de formation, le travail importe aussi beaucoup et les apprentissages dans le travail sont assez importants. Voilà, c'était les 2 questions que je voulais vous poser. Et puis, je ne sais pas si vous voulez répondre tout de suite ou si on prend des questions à la salle et vous voulez ensuite répondre à l'ensemble. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions dans la salle, d'ores et déjà? Peut-être qu'on prend un ensemble et puis vous ferez le... Comment vous... Oh, c'est vous, si vous voulez faire le tri ou pas. Ah non, je réponds. Sentez-vous libre, c'est vous qui décidez. Bon, allez. Oui, allez-y. Alors, peut-être, bon, Thierry, toi, oui. Peut-être ce serait bien que vous vous présentiez. Merci. Bonjour, Thierry Vertet, chercheur au CNRS. En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, quand on a travaillé à la préparation de cette université, on a travaillé sur des idées reçues. C'était un peu l'idée. Oui. Et l'idée reçue sur laquelle vous intervenez cet après-midi, au départ, c'était pas à quoi sert la formation, c'était la formation, ça sert à rien. Oui. C'était l'idée reçue sur laquelle on était parti. Et derrière cette idée reçue, il y a un comportement qui est de se dire pourquoi est-ce que j'irais me former si ça sert à rien. Et derrière cette idée-là, il y a celle du non-recours à la formation.
sur laquelle je voudrais voilà, peut-être vous amener à vous exprimer, qui pose toutes sortes de problèmes, mais notamment des problèmes de lisibilité de la formation pour les individus, lisibilité de l'offre de formation, lisibilité de l'accès à la formation. Et ma question, c'est donc, est-ce que vous pensez que le Conseil en évolution professionnelle est un outil qui peut améliorer la situation au regard du non-recours, sur lequel on ne sait rien, hein, parce qu'il y a enfin rien, ou peu de choses, il y a peu de travaux de recherche sur le non-recours à la formation, et là je pense qu'on a encore, nous chercheurs, du travail sur ce champ-là. Donc, est-ce que le CEP, voilà, et est-ce que le CNEFOP est, d'après vous, un bon instrument pour, en termes de gouvernance, travailler sur cette question du non-recours à la formation? Je vais commencer par vous. Enfin, je ne sais pas s'il y a peut-être d'autres questions, pardon. On peut commencer par ça et on verra après en deuxième vague. Pour une deuxième vague. Je vais commencer effectivement par répondre à votre question, puis je répondrai aux autres. Je vous en prie. Oui, ça sert à rien. Je pense qu'il y a une première réponse à apporter, c'est de... Moi, j'ai pas des sondages d'opinion en tête, mais d'interroger les bénéficiaires de formation. Et je suis pas sûr que les bénéficiaires de formation répondent ça sert à rien. Je pense que dans une majorité de situations, ils répondront effectivement ça m'a servi à quelque chose. En tout cas, l'enquête que j'ai en tête, moi, c'est celle du CIF, du congé individuel de formation. Alors, c'est vrai que c'est particulier, mais ce que j'avais en tête, c'est, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais autour de 60 ou 70 ou 75% de salariés qui ont bien reconnu que ça leur a permis de changer soit d'emploi, soit de développer leur qualification et d'accéder à des emplois plus qualifiés. Donc voilà, c'est un premier élément de réponse, mais au-delà de ça, je pense que de manière générale, ça me fait penser aussi aux actions de conseil en évolution professionnelle. Je prends juste la casquette APEC un instant. Si dans les actions de conseil que nous menons à l'APEC, alors ce sont des cadres, bien évidemment, mais parmi ceux qui bénéficient de nos actions de conseil, c'est des prestations de 3-4 heures de conseil, donc c'est pas un bilan de compétences complet, long, etc. Mais ils sont 40 ou 50% nous répondent que dans l'année qui suit, donc c'est pas une action de formation, ça peut être combiné, mais c'est pas une action de formation, plus de 50% nous disent qu'ils ont évolué professionnellement ou qu'ils ont changé d'emploi. Donc je pense que, voilà, mais c'est justement un des problèmes. On ne communique pas assez sur les résultats. Alors c'est pas toujours évident, on veut trop bien faire en termes d'évaluation effectivement de l'impact, mais je suis convaincu que effectivement les formations ont un impact positif sur la vie des actifs en général et des salariés donc en particulier. Donc ça c'est un premier élément de réponse, mais voilà, on n'a pas d'indicateur phare, on n'a pas de voilà, c'est toujours délicat, c'est comme le taux de retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, à quoi sert l'accompagnement des demandeurs d'emploi, alors qu'effectivement lorsqu'on rentre un peu dans le détail et lorsqu'on évalue précisément donc les dispositifs d'accompagnement, on voit bien que les dispositifs d'accompagnement ont toujours un impact effectivement sur les taux de retour à l'emploi, y compris en ayant scientifiquement des cohortes séparées, voilà. Donc personnellement, je pense donc que bien évidemment il y a un impact sur les parcours professionnels, sur l'évolution et je pense aussi quelque part sur la sécurisation. Pour autant, tout le monde, il y a le sujet du non-recours à la formation que vous évoquez. Et là, je rebondis aussi sur la question que vous me posiez. Je pense que le non-recours est différent pour les salariés et pour les demandeurs d'emploi. Et commençons par les salariés. Le sujet du recours à la formation pour les salariés, c'est d'abord un sujet interne à l'entreprise. C'est d'abord à l'entreprise de créer l'environnement qui facilite l'accès à la formation, ce qui n'est pas toujours le cas, je veux le dire. Parce qu'effectivement, le salarié n'est pas là, il est absent. Bien évidemment, plus l'entreprise est petite, plus c'est préoccupant, plus c'est difficile à remplacer, parce que si on est 2 ou 3, si un salarié qui s'absente même quelques jours, il y a une difficulté pour assurer la production, pour rendre le service. Donc il y a plein de dispositifs qui ont d'ailleurs été expérimentés dans ce domaine-là, de remplacement, mais c'est toujours extrêmement compliqué donc, à mettre en œuvre. Mais effectivement, c'est d'abord le sujet effectivement de la. Enfin, voilà, c'est à l'entreprise, c'est éventuellement à la branche de créer l'environnement. Et moi, les exemples que j'ai en tête pour avoir travaillé dans l'agroalimentaire, où c'est un mélange de très petites entreprises et de très grands groupes internationaux et mondiaux. Ce qui fait la différence finalement dans l'accès, y compris pour les moins qualifiés et surtout les moins qualifiés, et dans l'agroalimentaire avec 14 ou 15% des salariés qui sont en situation donc d'illettrisme sur les fins de chaîne, c'est la politique de l'entreprise et des fois la politique effectivement de branche.
Voilà. Et ça, c'est pas évident, parce qu'aujourd'hui, pour donner juste un chiffre, là encore, j'ai pas cité le nombre de branches professionnelles. Je crois qu'il y en a 600. 180 actives. Je surveille, on me surveille, donc je fais attention. 180 actives avec une CPNE qui fonctionne, je crois que c'est ça. 180. Le nombre de celles qui ont négocié un accord CPF, enfin un accord formation dans le cadre effectivement de la législation, 90. Alors les 90, ils font 70 ou 80% des salariés quand même. Hein. Donc faisons attention. Hein, voilà. Mais en même temps, effectivement, il y a des sujets de négociation donc au niveau de branche et aussi au sein de l'entreprise. Donc là, avec le CPF, d'abord, le CPF, c'est un 0,2%, j'allais dire sacralisé, ce qui n'était pas le cas du DIF. D'accord ? Donc avec le DIF, il y avait des transferts possibles sur d'autres actions, il n'y avait pas de... Donc là, il y a un 0,2, il y a un affichage de 0,2. Donc si l'entreprise, et je peux vous assurer que, quand on dirige un autre cas, elles sont attentives au retour, effectivement, sur investissement. Je peux vous dire, si elles versent 0,2, elles vont chercher à récupérer le 0,2 derrière. Donc la question, effectivement, de l'accès à la formation, donc des priorités de formation, va se poser peut-être davantage qu'avec le DIF. Je pense qu'elle va se poser davantage au niveau de l'entreprise et c'est peut-être aussi un gage, enfin que ce soit au niveau de l'entreprise ou au niveau de la branche. En tout cas, si effectivement la branche perd du 0,2, les responsables en entendront parler au niveau des entreprises à la base. Toujours comme ça que ça se passe. Donc là, il y a il y en aura un peu là, notamment au début, parce qu'il y a une montée en puissance des dispositifs. Bien évidemment, il faut lâcher un peu du lest, bien évidemment. Mais il y a quand même pour la première fois, là, enfin, je veux dire, c'est comme le CIF. Le CIF, il y a un 0,2 ou un 0,15 maintenant, je ne sais plus. 0,2, hein. 0,2, il est dépensé. Il est dépensé parce qu'il y a de la demande. Donc le 0,2, moi, je pense bien évidemment à un sujet de montée en puissance cette année, bien évidemment. Mais à terme, je suis persuadé que le 0,2 versus salarié sera approprié donc par les entreprises qui devront mener, enfin qui mèneront dans le cadre de la politique d'entreprise, dans le cadre des priorités, etc. Et puis lorsque effectivement il s'agira de plus petites entreprises, eh bien, ce sera à l'OPCA ou aux partenaires sociaux de la branche de favoriser des actions collectives, interentreprises, etc. Je pense que ça peut prendre. Voilà, je pense que ça peut prendre. En tout cas, il y a plus de raisons que ça prenne que effectivement sur d'autres dispositifs, par le passé. Mais effectivement, c'est important. Alors 10% des salariés qui ont bénéficié d'un DIF, c'est ça que vous dites? Non, plus je voyais un 10% que j'ai noté. Non, 10% c'est moi, c'est d'entreprises qui offrent des conditions favorables. Donc au DIF. Au DIF. À la discussion dans l'entreprise. Oui. Oui, 10, peut-être un peu plus, j'en sais rien. Mais effectivement, là, sur une étude qu'on a faite. Oui, non, mais c'est-à-dire qui ont effectivement des accords qui permettent effectivement le développement donc de la formation. Donc là encore, il y a un verrou. On parle toujours des 150 heures du compte personnel de formation, du plafonnement. C'est vrai que 150 heures, c'est pas suffisant pour l'accès à la plupart des formations qualifiantes et certifiantes, mais bon, l'abondement est possible. Au niveau de la branche, au niveau de l'entreprise. Donc voilà, s'il n'y a pas assez de demande, il faudra bien évidemment abonder pour permettre à ceux qui ont des projets de formation qualifiants d'y accéder, puis d'autre part, avoir des discussions sur la priorisation de l'utilisation des fonds de la formation et du 0,2. Bon, c'est une mécanique un peu compliquée, donc on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais il me semble, je peux me tromper, que du côté des entreprises, il y aura du répondant. Il y aura du répondant à un moment donné à un autre, et qu'en toute logique, on devrait être sur quelque chose de plus large que ce qu'on a connu aujourd'hui, malgré les contraintes supplémentaires et souhaitées par les partenaires sociaux qu'impose le compte, et d'accéder à des formations qualifiantes, reconnues, etc. Ou dans le cadre de l'inventaire, ou du socle de compétences, donc ce qui n'était pas le cas, effectivement, pour le DIF. Voilà. Donc ça, c'était pour la réponse. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Et puis la formation peut-elle à elle seule sécuriser les parcours? Non. C'est notre question. Et la question du travail qui n'est jamais bien trop évidemment, interrogée, bien alors évidemment, qu'on réfléchit plutôt par rapport à l'emploi. Bien évidemment. Donc elle pose toute la question du lien avec l'organisation du travail, l'anticipation aussi, la gestion prévisionnelle des emplois. C'est pas qu'une question de formation. Et voilà. Bon,
La GPEC, ça fait longtemps qu'on en parle. Elle n'est pas encore totalement à l'œuvre partout, loin de là. Donc il y a encore des problématiques à relever dans ce domaine-là ou à cultiver dans ce domaine-là. C'est pas toujours évident, hein, je le reconnais, dans les petites entreprises. Donc la solution, c'est sans doute aussi, enfin, moi je suis persuadé aussi que il faut à tout prix travailler les problématiques au plan territorial. C'est vrai de la région. Alors demain, elles seront encore plus grandes, mais c'est vrai aussi du bassin d'emploi, du bassin territorial, parce que l'essentiel du marché, il se présente d'abord au niveau effectivement du bassin d'emploi. Donc c'est d'abord cultiver les compétences sur le bassin d'emploi et ensuite favoriser le développement de compétences, les échanges de compétences, la mise à disposition de compétences donc au niveau du bassin d'emploi qui peut offrir des opportunités d'évolution professionnelle donc au niveau donc du bassin. Et l'APEC est impliquée dans plusieurs opérations sur des bases territoriales intéressantes, avec des groupements d'entreprises, enfin des groupes d'entreprises, plusieurs entreprises, dans les secteurs par exemple de l'informatique, où pourtant c'est assez tendu le marché, mais en même temps il y a des entreprises qui aujourd'hui ont des sureffectifs et d'autres effectivement qui cherchent à embaucher. On essaye de monter des opérations le plus en amont possible, justement avec un engagement de l'entreprise. Alors elle communique très peu là-dessus, parce qu'elle ne souhaite pas, et c'est des grands groupes, mettre sur la place publique le fait qu'effectivement elles diminuent leurs effectifs, mais avec de belles opérations, avec des entreprises qui, sur le même bassin d'emploi, cherchent des compétences, recherchent des compétences et embauchent. Donc voilà, donc c'est l'anticipation, la gestion prévisionnelle, le contexte favorable à la formation, donc on l'a dit, et puis l'organisation du travail qui doit permettre, enfin bon, ce qu'on appelait déjà il y a quelque temps, organisation du travail apprenante, exactement, voilà, je cherchais le terme, apprenante, qui permettent effectivement de continuer à développer donc ces compétences tout en travaillant. Merci. Alors je vous propose de prendre éventuellement 2-3 questions. Non, plus la salle, ouais, une. Pour vous, non, parce que la salle n'a pas trop eu la parole, oui. Peut-être une. Et on fait je veux bien poser une question. Bastien Bismuth, formateur à la Maison de la Promotion Sociale, en présentiel. Vous allez voir pourquoi je dis en présentiel. Donc, dans votre intervention, vous avez parlé du numérique auquel on a recours de plus en plus. Moi, je considère que le numérique, ça permet de développer l'accès à la connaissance. Le problème, c'est que face à la réduction des budgets de formation, le recours au numérique sert à compenser le manque de présentiel. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qu'il faudrait essayer de contrôler au niveau des institutionnels, c'est-à-dire de dire que lorsqu'il y a des appels d'offres où il est demandé le recours au numérique, que ce ne soit pas pour faire des coûts, éviter des coûts, quoi. Voilà. Et la dernière question, c'est Christophe Ditton, je crois. Vous voulez poser une question, puis après on va arrêter. Oui, non, simplement pour rebondir sur la question du non-recours à la formation. Peut-être juste rappeler que traditionnellement, les deux grandes catégories d'accès à la formation, on a évoqué le CIF, c'est à l'initiative du salarié, et le plan de formation à l'initiative de l'employeur. Là, à ma connaissance, il n'y a pas de problème de recours. Les CIF marchent à plein, il y a plus de demandes que de financement d'autorisation de formation. Les plans de formation, ça tourne. Bon. Ce qui pose problème en termes d'accès à la formation, c'est les formations dites de troisième voie qui essayent de trouver le juste équilibre entre initiative individuelle et initiative de l'employeur, l'idée d'une organisation conjointe de la formation, l'idée d'un intérêt commun en matière de formation entre l'entreprise et le salarié. Est-ce que finalement l'idée reçue n'est pas de dire que la bonne solution en matière d'accès à la formation, c'est l'initiative conjointe? Est-ce qu'il ne faut pas revenir et étoffer, donner les moyens correspondants aux dispositifs qui existent, qui ont fait leurs preuves et qui sont le site d'un côté, le plan de formation de l'autre? La question est volontairement un peu provocatrice, bien évidemment. Oui, alors, sur la question du numérique, je pense que l'enjeu, c'est plus de développer la formation que de la réduire. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait un enjeu. Alors, bien évidemment, les coûts de la formation font toujours partie des problématiques,
Et le numérique ne va pas dispenser du présentiel, enfin, de mon point de vue. Par contre, va réorganiser, sans doute, l'acte de former, le présentiel. C'est vrai aussi de la formation, je pense à l'enseignement supérieur, qui va être profondément, comment dirais-je, touché par les conséquences du numérique. Lorsqu'on regarde aujourd'hui ce qui se passe sur les MOOC, alors tout n'est pas dans les MOOC, mais effectivement, tel enseignant à l'autre bout du monde, avec les personnes qui suivent sa formation, ça transforme profondément effectivement les relations entre les personnes qui suivent des enseignements ou en tout cas certaines formes effectivement d'enseignement et effectivement les enseignants. Et toutes les universités s'interrogent. D'ailleurs, une plateforme nationale de l'éducation nationale d'enseignement supérieur qui a été mise en place, et puis même quel peut être l'intérêt effectivement d'avoir 600 étudiants dans un amphithéâtre, dans un cours assez académique qui favorise peu l'échange par rapport effectivement à d'autres dispositions qui permettent d'apprendre, et ensuite avoir des vraies séquences d'échanges, peut-être en nombre plus limité, pas 600 étudiants dans un amphithéâtre comme ça se passe des fois. Donc voilà, donc ça interroge sur les modalités effectivement d'organisation de l'enseignement, ça interroge d'ailleurs sur les investissements universitaires au passage. Est-ce qu'il faut continuer à construire des amphis, ou est-ce que effectivement il n'y a pas d'autres sujets d'investissement qui se posent effectivement pour demain? En tout cas, certaines universités à l'international, aux États-Unis, en Chine par exemple, ont développé beaucoup effectivement de cours sur le numérique. Donc voilà, moi je suis pas craintif au point où vous l'êtes, donc il faut bien évidemment peut-être mettre des limites, regarder de près ce qui va se faire. Bon, ensuite on a eu aussi des expériences par le passé. À un moment donné, on parlait beaucoup de e-learning, et on a vu que le développement du e-learning, il est quand même resté. Ceci étant dit, aujourd'hui, je pense qu'on change quand même de monde sur le digital, en termes effectivement de modalités d'apport effectivement de connaissances, de modalités d'accès effectivement à cette connaissance, et de modalités effectivement pour pouvoir se former. Donc je pense qu'on n'en est qu'au début, il faudra suivre effectivement cette évolution. Sur une minute. Oui, une minute. Sur le non-recours, alors oui, enfin bon, bien évidemment, je pense que ces questions ont été creusées par les partenaires sociaux. Faut-il développer le CIF ou reconfigurer le CIF, par exemple, pour élargir effectivement l'accès au CIF, ou développer donc un nouveau dispositif, ou même faire des changements dans les orientations effectivement du plan. Bon, le choix il a été fait par les partenaires sociaux. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout maintenant effectivement je vais pas évoquer les arguments parce que bien évidemment il y a le coût unitaire du CIF qui est extrêmement important. Mais il faut trouver en tout cas le bon équilibre entre initiatives individuelles. Donc davantage effectivement d'actifs qui sont en situation de construire leur projet, mais aussi apport de l'entreprise. C'est ce qu'on aura dans les politiques d'abondement. Donc c'est la convergence des deux qu'il s'agit de développer et qui permettra réellement de développer donc la formation. Merci Jean-Marie Marx. Voilà, on va s'arrêter là. Merci à vous tous pour votre attention. Et juste un dernier mot, si vous voulez mettre à l'épreuve quelques idées reçues sur la formation continue, il y a un ouvrage qui rassemble des repères et des références statistiques qui s'appelle « Quand la formation continue », que le CEREC édite assez régulièrement. Vous en avez disponible sur la table qui est à l'entrée, et puis servez-vous. Voilà. Merci. Merci. André Chauvet, à qui on a confié la mission de tordre le cou à un certain nombre d'idées reçues sur l'orientation.